Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission Générique. Comme à chaque numéro, avec Tristan Mendès-France et Rudy Reichstadt, nous sommes immergés dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Et comme ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, il y avait du boulot. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut à tous. Alors, actualité riche et dense, il sera question dans cette émission des élections européennes, de la QMAP, des conspis qui perdent en justice, le programme est riche. Et le premier sujet, à peine en avait-il fini avec leur corps lilliputien lors des élections européennes, que l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République le 9 juin a à nouveau agité la sphère conspi. On va y venir tout à l'heure, mais plusieurs sujets sur ce thème. Il y a d'abord ces scores de lilliputiens, hein. Asselineau 1%, Philippot 0,93%, Kuzmanovic 0,06%, Lalanne et Dieudonné 0,02%. Je pourrais continuer. Et j'ai une première question pour tous les deux, finalement. Pourquoi les conspis s'acharnent-ils à se présenter aux élections pour faire des scores aussi pathétiques comme c'était le cas il y a 2 ans aux législatives? Je crois que ils ne partent pas forcément pour gagner. Et je pense qu'ils savent, au vu des résultats qu'ils ont pu avoir dans d'autres élections, d'autres échéances électorales, ils savent qu'ils n'y vont pas forcément pour gagner. On a même certaines listes, on a d'ailleurs fait un complorama d'ailleurs sur le sujet, certaines listes qui disent clairement, on n'y va pas pour avoir un siège au Parlement européen. On y va simplement, évidemment, pour la couverture extraordinaire qui leur est offerte du fait des règles. Des spots notamment électoraux, de campagne, qui sont diffusés à des heures de grande écoute sur France 2. Bien sûr, et c'est ça évidemment tout le jeu. Et c'est légitime, c'est comme ça que marche notre système démocratique. Donc ils ont le droit, ils ont micro ouvert là-dessus, et une visibilité qui est exceptionnelle, vu effectivement l'empreinte réelle qu'ils ont. Et ce qui était quand même assez fascinant, comme tu le rappelais ici, c'est évidemment l'ampleur des scores, qui est vraiment sans aucune commune mesure avec leur empreinte, évidemment, en ligne. Bon, on le savait, on le subodorait, mais c'est quand même assez spectaculaire de voir que certains profils complotistes qui ont des millions de vues cumulées, véritablement en ligne, n'arrivent pas à traduire en vote dans les bulletins, et on voit la maigreur des résultats. Donc il y a une leçon en tout cas à tirer de tout ça, c'est qu'effectivement le bruit en ligne ne fait pas une élection. Reste que cet aspect délétère, il ne faut quand même pas le balayer. Que la leçon, ça ne veut pas dire que, bon, ils ont la visibilité, ça ne se traduit pas, donc c'est pas dangereux. Reste le bruit généré en ligne, l'influence qu'ils peuvent avoir auprès de l'opinion qui tombe sur leur contenu. Et là, pour le coup, pour prendre Asselineau par exemple, il a une véritable audience sur YouTube, qui est vraiment significative, qui va au-delà de beaucoup d'institutions ou même de grands médias. Donc voilà, c'est un peu ambivalent. En tout cas, grande leçon, le bruit en ligne ne se traduit pas forcément électoralement. Mais est-ce que c'est rassurant finalement du coup, Rudy ? Ça veut dire que c'est surtout 2 choses différentes. Qu'on peut regarder des vidéos d'Asselineau, par exemple, parce que tu parlais de son cas à lui, et puis d'essayer de ne pas voter pour lui, parce que peut-être que sa fonction n'est pas d'être élu. Peut-être sa fonction, il en a peut-être même pas forcément conscience, mais au fond, c'est de blanchir un certain nombre de thèmes, de banaliser un certain nombre de thèmes, une certaine rhétorique, une certaine vision du monde, qui est quand même très très paranoïaque, anti-américaine, anti-européenne, pour le dire clairement. Asselineau, alors, comme certains autres candidats issus de la mouvance complotiste, candidats européennes et candidats aux législatives ensuite, il a décidé encore de se présenter aux législatives. Et alors dis-nous, à quel endroit ? Dans la 11e circonscription des Français et l'étranger, qui comprend la Russie, et notamment Moscou, où il a fait un score spectaculaire aux européennes, puisqu'il a fait presque 19% des voix. Alors, en fait, 74 bulletins, en fait, c'est de ça dont on parle. Il est arrivé 2e, je crois, derrière Marion Maréchal, dans ce bureau, ou en tout cas, oui, à Moscou, je crois qu'il y a un seul bureau. Sauf que sur la circonscription, il a fait 3,30% aux européennes. Donc c'est mieux que son score national. Il a triplé son score. Plus d'1%, mais ça reste que 3%. Et pour les législatives, pour être qualifié pour le second tour, il faut obtenir au moins 12,5% des voix au premier tour. Donc il en est très loin.
Donc, il sait probablement, s'il est lucide, qu'il n'a aucune chance d'être élu et d'arriver au Palais Bourbon d'ici 3 semaines. Mais c'est peut-être pas pour ça qu'il le fait. Alors, au-delà du cas particulier, je dirais qu'il y a quand même, sur ce moment, européenne, dissolution législative, on est sur un moment de crise. De crise politique évidente, flagrante, on le sent tous, il y a une grande inquiétude, beaucoup de frustration qui s'exprime, et là il n'y a vraiment pas de doute, et on l'a vu ces dernières années assez systématiquement qu'en moment de crise, lorsqu'il y a un drame ou lorsque la situation est extrêmement sombre, c'est un moment d'opportunité pour la complosphère en général, qui va essayer de profiter, un peu comme les coureurs cyclistes qui vont s'engouffrer derrière le vent de celui qui est en tête. Ils vont essayer de profiter de ce moment, encore une fois, d'indignation globale, ou de frustration, de violence dans les propos qui peuvent être prononcés durant ce moment-là. Franchement, rien n'est très calme, jour après jour, on sent qu'il y a quand même une tension extrêmement forte dans le pays. Évidemment, c'est un moment qui est malheureusement évidemment porteur pour des profils complotistes en général et pour la complosphère de façon encore plus globale. Et ça peut servir à lever des fonds, ce que fait Asselineau et l'UPR. Le fait d'aller aux élections, ça leur permet de lever des fonds. Alors, en tout cas, d'avoir un prétexte ou un récit, un narratif pour dire aidez-nous à aller aux élections, à imprimer les bulletins, etc. D'ailleurs, c'est l'un des enseignements du scrutin des européennes, c'est que ceux qui ont investi dans l'impression de bulletins à disposition des électeurs, c'est-à-dire la liste Philippot et la liste Asselineau, sont ceux qui ont fait les meilleurs scores, en gros, chez les petits candidats complotistes. Ils ont fait chacun 1%, Philippot un petit peu moins d'1%, voilà, mais en gros, ils se détachent très clairement de toutes les autres micro-listes où les électeurs devaient imprimer le bulletin. C'est ça. Exactement, exactement. Juste, il y a quand même un coût, d'une certaine manière, de ces candidatures de témoignages qui savent qu'elles n'ont aucune chance de se qualifier. C'est qu'il y a plein d'autres petites listes qui ne sont pas du tout complotistes. Je crois qu'il y avait 38 listes en tout. 38 listes en tout. Et il y a des autres listes qui sont un peu thématiques, mais qui sont tout à fait légitimes, et qui sont aussi invisibilisées par la multiplication de ces petites listes qui sont parfois un peu farfelues, quoi. Il faut aussi y penser. Et alors, par rapport à la... Pardon, excuse-moi. Oui, alors, dernière chose, c'est que dans ce moment de crise et de flou dans lequel on est, et de précipitation suite à la dissolution, on est dans un grand brouillard. Et dans ce brouillard, on a aussi énormément de nouveaux candidats qui apparaissent sur le marché politique aujourd'hui pour les prochaines législatives. Là, il y a des centaines de nouveaux candidats et dans cette masse de volume de gens qui vont arriver au Parlement d'ici peu, il y a une crainte, je pense, légitime qu'il y ait une empreinte complotiste chez certains d'entre eux. Alors on est très précautionneux sur ce qu'on dit maintenant parce qu'on est en période électorale, bien sûr, mais de façon globale, si on prend un peu de hauteur sur ce moment-là, cette précipitation, ce brouillard dans lequel on est, va emmener inévitablement, je pense, des profils au Parlement et probablement beaucoup plus que ce qu'on avait dans les précédentes législatures. Et on surveillera d'ailleurs ces profils. Est-ce que je peux rajouter un dernier point ? Rajoute un truc. Non, parce qu'il y avait un point commun à toutes les petites listes qui ont un fort tropisme conspirationniste sur lesquels on a travaillé, et je renvoie tout le monde à ce qu'on a fait pour les européennes sur Conspiracy Watch, mais leur point commun à toutes ces petites listes, c'est d'être toutes anti-européennes. Et Frexit. Et Frexit, oui, à demander la sortie de la France de l'Union européenne. Et alors justement, par rapport à la dissolution, je voulais juste vous interroger tous les deux sur est-ce que la décision du président de la République a eu une traction conspi ? Parce qu'il y a eu notamment cette déclaration de Richard Boutry, le seul point commun entre Macron et Bardella, c'est la franc-maçonnerie, le GODF, le Grand Orient de France, est à la manœuvre de cette dissolution. Est-ce que vous avez repéré tous les deux une traction conspi autour de cette décision, en gros les pouvoirs comme le Grand Orient de France ou le pouvoir de l'argent, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu quelque chose autour de ça ?
Oui, quelque chose autour de la notion d'opposition contrôlée, avec l'idée que, par exemple, le RN fait partie du système, c'est une opposition contrôlée de façade, etc., mais qu'en réalité, ils ont les mêmes maîtres, etc. Donc RN ou le nouveau Front Populaire ou l'ex-majorité présidentielle, etc., mais que tout ça fait partie du système, voilà, et est à rejeter, et qu'on peut s'attendre... De toute façon, par définition, quand on a une approche complotiste des choses, de la vie politique, on s'attend du système politique au pire, toujours. Donc, voilà. Oui, et puis encore une fois, pour l'exemple assez caricatural que tu as donné effectivement de Richard Boutry, qui est, bon, lui, est quand même assez spécial, mais encore une fois, je rebondis un peu sur ce que je disais au début. Tout moment de crise, de sidération, est inévitablement le moment de multiplication de récits complotistes. Et Boutry en est une des nombreuses versions qu'on a vu voir. On a eu Francis Lalanne aussi. Oui, et Francis Lalanne aussi, qui pareil, est lui aussi un peu spécial. Mais s'il n'avait pas été là, on aurait été un peu inquiet. Mais en tout cas, on voit qu'il y a effectivement une multiplication des récits, de lecture de ce moment-là, avec encore une fois toujours cette tentative de captation de l'attention suscitée par ce moment de crise politique majeure. Et je pense que dans les semaines, les mois qui viennent, on aura d'autres moments de sidération, de confrontation violente ou de crise politique qui est un terreau malheureusement extrêmement fertile pour ces types de récits et de discours. Et je vous renvoie évidemment sur ce sujet électoral, au Complorama que Tristan et Rudy ont fait sur France Info, sur justement le complotisme électoral. Donc allez-y, ça vous donnera des éléments supplémentaires. Deuxième sujet cette semaine, des êtres supérieurs vivent parmi nous. Ce sont des crypto-terrestres. Ils sont déguisés en humains. C'est la nouvelle folie qui s'est emparée de la complosphère américaine et notamment de Fox News. Tristan, tu peux nous dire d'où est venue cette hallucination collective des crypto-terrestres ? Alors, d'abord, c'est pas la première fois que Fox News nous fait le coup. On a, ces dernières années, je dois dire, vraiment une sorte d'augmentation dans les fréquences de couverture, sans aucune précaution ou distanciation critique, de témoignages. On a eu des témoignages au Congrès américain, on a encore une fois des couvertures médias, sans distance critique, en tout cas de la part de Fox News, d'éléments qui expliqueraient non pas que il pourrait exister de la vie ailleurs que sur Terre, mais qu'il y a sur Terre des traces, soit biologiques, soit matérielles, d'éléments extraterrestres et qu'on cacherait à la population. Et donc le dernier épisode en date, il y a quelques jours, sur Fox News, on a encore notre ami Jesse Walters, qui est donc le remplaçant de Tucker Carlson, et qui a surfé sur une étude qui est qualifiée d'étude de Harvard. Mais qui est un raccourci un peu rapide, qui est écrit effectivement par quelqu'un qui bosse à Harvard. Et d'ailleurs, cette étude, certains ont pu constater assez rapidement que si on la lit, il y a des choses assez intéressantes dedans. Et la chose la plus intéressante, c'est la note de bas de page de cette étude. Qui est très importante, la note de bas de page. Qui pourtant est vraiment assez essentielle. et qui rappelle que cet article, donc, sur ces fameux aliens sur Terre, ces crypto-terrestres qui seraient présents sur Terre, eh bien, cet article, il est précisé que cet article est une réflexion spéculative qui reflète les idées propres de son auteur et n'est pas associée à Harvard ou à une structure de Harvard. Moi, ce que je préfère, c'est la fin. Et la fin, nous tenons à souligner que nous croyons que cette hypothèse est très probablement fausse. Bon, c'est ce document-là qui a allumé le feu de la complosphère, en tout cas américaine, et qui a été propulsé, encore une fois, avec ce canon à médias qu'est Fox News, sur la scène publique internationale, parce que la couverture de cette pseudo-étude de Harvard, malheureusement, n'a pas été reprise que par Fox News. Ah bon Énormément de médias, beaucoup de médias internationaux, oui, alors avec un peu plus de distance critique, mais ce qui devrait être un épiphénomène qui ne mérite même pas une attention jusqu'au jour où on apporte des éléments suffisamment importants pour que des médias internationaux le relayent. Eh bien, ces expressions très marginales arrivent malgré tout, même avec une distance critique, à être relayées relativement contraint. Parce que du moment qu'un Fox News le saupoudre, les autres blanchi quelque part. On peut employer ce terme. Ça devient une info, ça devient un sujet de discussion. Ça devient un sujet sur lequel les autres médias sont obligés de revenir quelque part. Et donc ça devient une couverture, pour le coup, absolument mondiale. Donc c'est assez
déroutant comme phénomène. C'est venu jusqu'à dans la complosphère hexagonale aussi. C'est global. Global. Il y a aucun. Et on aura toujours notre Silvano Trotta qui lui sera présent sur le front des aliens. C'est l'un des vraiment des plus grands promoteurs ici en France. Donc il a évidemment surfé là-dessus. Bien sûr. Mais encore une fois, on est sur un phénomène global, massif. Et vraiment, ce que je trouve assez surprenant, c'est que ça vient signer une tendance, une sorte d'ouverture de la fenêtre d'Overton OVNI depuis vraiment quelques années. Franchement, on remonte à 5-10 ans en arrière, des sujets comme ça atteignaient pas, disons, les grands médias sérieux de la planète, où on se disait, bon, c'est quand même un peu un sujet glissant, franchement, les aliens présents ici, ok, on va prendre des pincettes, etc. Là, après l'épisode du Congrès, et plusieurs épisodes à la chaîne, pas seulement au Congrès, mais on a eu d'autres pays aussi qui ont aussi, je crois que c'était au Brésil, où pareil, il y a eu aussi pareil C'était pas au Brésil, c'était au Mexique. Au Mexique, pardon, où il y a eu pareil. Des poupées ovnis. Une expression publique au sein devant une scène, devant une assemblée politique. Bref, on est quand même sur un moment assez déroutant sur cette hypothèse. Ce que tu disais sur cette note de bas de page, en fait, nous rappelle qu'il y a une asymétrie entre la croyance d'airain des complotistes, qui te disent ça c'est vrai, ça j'y crois, et puis la réserve méthodologique des scientifiques, qui savent que c'est faux, mais qui ne peuvent pas écrire autre chose que c'est probablement faux. Parce que en science, on n'a que des probabilités, on est toujours ouvert à la contradiction, à l'apport de nouvelles preuves éventuelles, etc. Et puis on est disponible à la réfutation, au changement d'avis, au changement de paradigme, etc. Pas les complotistes. Et oui. Voilà. Et dans ce probablement viennent s'engouffrer toute la complosphère. Exactement. Dans cette petite espace. Donc c'est pour dire à quel point c'est asymétrique. Ouais. Et si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie à la fabrique du mensonge, les fake news contre-attaque, qui est disponible sur le site de France TV.info jusqu'au 24 décembre prochain en accès libre. Troisième sujet cette semaine, c'est l'enquête fouillée de Libération à propos de cette bande pédocriminelle qui a sévi pendant des années au cœur de Paris, rue du Bac. Ça s'appelle les Hommes de la rue du Bac. On apprend notamment dans cette enquête que Claude Imbert, ancien directeur du Point, ou Jean-François Revel, mais aussi Gabriel Matzneff, auraient profité d'un trafic pédocriminel organisé. Cette enquête fouillée qui a donné une nouvelle fois du grain à moudre à la complosphère, en mode on vous l'avait bien dit que la pédocriminalité existait et que les réseaux pédocriminels existaient. Tristan. Oui, c'est terrible de voir la captation qui peut être faite par cette complosphère anti-pédosatanisme qui va vomir sur les médias en expliquant que les médias ne couvrent pas, cachent tout fait de pédocriminalité et lorsque les médias font un travail vraiment assez fouillé et sérieux comme celui de Libé aujourd'hui, là, tout d'un coup, vont donner du crédit à ces fameux médias qu'ils dénonçaient auparavant. C'est désolant, cette captation est désolante et assez frustrante quand on mesure à quel point cette complosphère est délétère pour la cause qu'elle prétend défendre. Combien d'associations aux États-Unis ont dénoncé le gaspillage d'énergie, d'attention prêtée au QAnon sur les questions de pédocriminalité, alors que ces associations qui elles luttaient vraiment contre cette horreur, eux disaient vous nous asphyxiez, vous prenez tout l'espace que devraient avoir ces associations qui luttent véritablement contre ce fléau. Donc c'est terrible parce que il est évident que sur ce feuilletonnage de Libération, 6 épisodes, je crois. La complosphère va essayer d'en tirer parti, va essayer de profiter de cette traction de visibilité relative, je dois dire. Mais il faut dire qu'il y a aussi l'actualité politique qui fait que on est tous pris par la crise politique actuelle, mais il n'y a pas de doute qu'ils vont essayer et ils le font déjà malheureusement, vont essayer de tirer parti de ce travail sérieux des journalistes. Donc c'est désolant, mais ça correspond véritablement à cette posture, cette matrice du
on avait raison avant les autres. Vous l'avez bien dit. On vous l'avait bien dit. Ça, c'est vraiment une mécanique traditionnelle et classique dans la complosphère. Oui, qu'est-ce que ça t'inspire Ça Est-ce que m'inspire. tu es d'accord avec ce que disait Tristan sur justement ce côté, on vous l'avait bien dit, et cette traction importante qui est captée par les Oui, mais je conspi. suis complètement, et puis c'est quelque chose de bien identifié depuis longtemps, hein, ce fameux on vous l'avait bien dit, hein, cet effet de manche rhétorique. On l'a vu aussi se matérialiser sur une autre affaire, qui est une enquête sortie il y a quelques jours par Reuters, exactement. Mais une vraie enquête, là, encore une fois, pas des spéculations. Une enquête de journaliste, pour le coup. Une enquête de journaliste, et qui est assez solide sur une opération de propagande américaine anti-chinoise en Asie du Sud-Est, en particulier aux Philippines. Pour discréditer le vaccin Sinovac, vaccin de fabrication chinoise. Une opération qui a été lancée au printemps 2020, c'est-à-dire en pleine pandémie, qui s'est arrêtée au printemps 2021. Printemps 2020, il faut se rappeler que c'est Donald Trump qui est président de Alors exactement, et c'est bizarrement ce que les complotistes oublient à chaque fois. Eux qui ont aussi un très fort tropisme pro-Trump, c'est effectivement sous la présidence de Trump que cette opération a été décidée, et c'est sous la présidence de son successeur Joe Biden qu'elle a été interrompue. Assez rapidement. À peine 3 mois après son arrivée à la Maison-Blanche. Il arrive à la Maison-Blanche en janvier 2021, et au printemps qui suit, c'est arrêté. Donc ça, c'est un point quand même à souligner. Ce qui est inquiétant quand même, c'est que là, on est dans la guerre de la désinformation. La Chine ne s'est pas privée de faire de la désinformation, parce que la Chine accusait au même moment l'Amérique d'avoir fabriqué à Fort Detrick, dans un laboratoire du Pentagone, ce virus pour ensuite nuire à l'économie chinoise. On sait que c'est probablement, là encore une fois, on prend toutes les réserves scientifiques, mais probablement pas le cas. Ça avait été relayé par l'ambassade chinoise en France. Hein. Par l'ambassade chinoise en France, par le porte-parole aussi de la diplomatie chinoise. Donc on peut imaginer le nombre l'impact que ça. Ce qui est inquiétant tout de même, c'est que quand la démocratie lutte avec les moyens qui ne sont pas ceux de la démocratie. C'est avec des opérations, des psy-op, comme on dit, là, une vraie opération psychologique, une opération de propagande, avec le risque réel, là pour le coup, de contribuer à ce que, notamment les Philippines, aient l'un des taux de vaccination les plus bas d'Asie du Sud-Est. Donc ça se traduit par des morts à la fin, encore une fois. Donc c'est sérieux, c'est inquiétant. Il faut dire aussi que l'enquête de Reuters montre qu'au moins 6 responsables du département d'État, donc la diplomatie américaine, se sont opposés à cette opération. Et puis, qu'est-ce qu'on peut en dire ensuite ? Les médias ont fait leur boulot. 3 ans après, on a la vérité et on a, de manière assez documentée, ce qui s'est passé. Les hauts fonctionnaires, État profond, ainsi de suite aussi, ont fait leur boulot, puisqu'il y en a 6 qui se sont opposés. Il y a 6 retrouvés par Reuters, en tout cas, qui ont témoigné auprès de Reuters. C'est pour ça qu'ils disent au moins 6. On comprend qu'il y en a quand même. Et puis, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a beaucoup dans la complosphère cette idée que les gouvernements des démocraties seraient tous achetés par le lobby pro-vaccination. Alors là, on a un gouvernement qui a fait une campagne contre la vaccination. En tout cas, contre un vaccin. Qui n'était pas aussi performant que les vaccins occidentaux, mais qui avait quand même qui protégeait quand même. Même s'il protégeait pas très bien, mais il protégeait quand même. Donc, voilà ce que ça m'inspire. Oui, c'est toujours délicat, et je dois dire que les démocraties ne doivent pas se prêter à ce genre de pratiques, tout simplement. C'est pas anodin que ce soit fait sous Trump. Quand même, c'est pas anodin que ce soit fait sous Trump, évidemment. Exactement. Mais là où c'est dangereux à plusieurs titres. D'abord, il y a une certaine éthique de toutes les démocraties qui est de ne pas utiliser, de ne pas employer les méthodes de leurs adversaires, essentiellement. Mais le deuxième danger, que je vois là, maintenant je regarde plutôt du côté de la complosphère, c'est mon Dieu, ça leur donne, en tout cas, du grain à moudre, ça donne de la chair à cette idée que les États-Unis, même si c'est sous Trump, c'est compliqué à gérer, mais c'est pas grave. En tout cas, ça vient conforter cette idée que les États-Unis pratiquent ce genre de choses. Évidemment, eux vont le baser sur des données complètement folles, les complotistes, mais là, ça leur donne, encore une fois, un argument qui va être compliqué après à gérer par la suite, parce qu'il suffira qu'à chaque fois qu'on leur dise
calmez-vous un petit peu sur les psy-hop que vous voyez un peu partout. Eux vont oui, dire, mais regardez. et oui, on a cet exemple-là. Oui, vous en avez peut-être effectivement un, mais ça n'enlève encore une fois en rien, comme sur la pédocriminalité, ça n'enlève absolument rien sur le fait que vous voyez des choses qui n'existent pas, alors que vous devriez vous concentrer sur les choses réelles qui ont lieu et qui sont condamnables, comme cet exemple précis qu'on cite aujourd'hui. Quatrième sujet, alors concerne la résurgence de la QMAP, qui fait état des connexions supposées entre les institutions, les lobbies, les Rothschild et j'en passe. Elle est ancienne, mais elle est de retour. Alors pourquoi elle est de retour, Tristan? Moi quand j'ai vu la QMAP là, je l'ai revue cette semaine, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une cartographie de la paranoïa. Est-ce que voilà, pourquoi elle est de revenue récemment là? Alors c'est un sujet que j'adore, bon, qui est quelque chose que je traîne depuis de nombreuses années, enfin depuis que je l'ai vu apparaître sur le réseau, et je pense que certains de ceux qui nous suivent là aujourd'hui ont cette cartographie absolument folle avec des myriades de noms d'institutions, de structures. Tout ce qui est des possiblement imaginable est relié quelque part dans cette QMAP, qui a d'ailleurs différents noms. Ça ne s'appelle pas forcément QMAP, mais enfin, c'est devenu en termes génériques un peu ce terme-là. Il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas que celle-là, il y a différents variants de cette map. La plus récente, il y a eu une injonction au centre, c'est le Covid, mais précédemment c'est plutôt le CIA, puis après il y en a d'autres, des mélanges, des mixtures. Bref, il y a plusieurs variants de cette map, et elle était déjà fascinante, donc elle tourne depuis très longtemps. Hein. Elle tourne depuis, je dirais, elle a commencé vraiment à gagner en traction avec le Covid en 2020. Donc ça fait quand même 4 ans que cette cartographie existe, mais elle circulait déjà auparavant. Et avant juste de revenir un peu sur le contenu et vraiment sur cette synthèse totale, globale du complotisme que représente cette cartographie, juste un point sur son auteur. Qui est l'auteur, c'est ça. Qui s'appelle Dylan Louis Monroe, et qui est un artiste, mais qui est un artiste conspi. Voilà, assez clairement. C'est du premier degré. Oui, tout ça est du premier degré. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que donc lui produit ce qu'il appelle donc des œuvres, c'est quand même des œuvres d'art à ses yeux, mais c'est des œuvres d'art qui ont un sens politique, idéologique, et lui c'est vraiment du premier degré dans le contenu qu'il affiche. Simplement, c'est artistique dans la façon qu'il a de la présenter. Et il les vend aussi sur des tote bags, sur des tasses. Oui, il fait du business, évidemment, tout autour avec ses différents contenus. Mais ce qui est assez fou, c'est que, et on le sait peu, mais en 2018, il a été exposé au MoMA à New York. Carrément. Et l'une de ses maps a été exposée. Donc ils ont été très très mal inspirés au MoMA, en se disant, waouh, c'est disruptif, c'est provocateur, c'est déroutant, tout en ne réalisant pas que l'individu qui est derrière avait un projet véritablement idéologique, politique, il était structuré. C'est un individu qu'on va retrouver d'ailleurs en 2020, haranguer les foules dans des vidéos sur YouTube, en soutenant Donald Trump, vraiment à fond, et en embrassant toute la cause QAnon, vraiment dès le début de l'éruption, donc vers 2017-2018, il est à fond déjà un QAnon. Et donc, ce que je trouve fascinant avec ces maps, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a une sorte de revival. On a quelques très très grosses pointures en ligne, peu connues du grand public aux États-Unis, notamment Mike Wallace qui est vraiment suivi, qui a une traction absolument folle, qui a réactivé cette map sans donner d'ailleurs son origine, en coupant sa généalogie et son histoire, en la faisant, en faisant une sorte d'irruption spontanée, et en disant voilà une carte qu'on vous cache et que personne ne veut que vous voyez. Bon, voilà. Presque 20 millions de vues pour cette map. 20 millions de vues sur ce tweet, simplement. Et d'autres vont s'amuser évidemment à la relayer. On vous la cache là, c'est ça? Toujours avec cette idée de vous la cache. Et cette folie aux États-Unis, évidemment, ça a moins marqué un peu en France, mais a évidemment été relayée aussi en France, notamment par le fameux compte Zoé Sagan, qui est toujours là pour essayer de profiter d'un buzz, parce que ce compte ne fait d'ailleurs que ça, c'est-à-dire de voir un peu le sens du buzz. Qu'est-ce qui va buzzer? Qu'est-ce qui va en traction, et puis essayer de s'engouffrer un peu derrière. Donc il y a donc un revival de cette map. Je vous invite à la regarder, de vous plonger un peu dedans, parce que pour moi, elle est vraiment une synthèse folle, maniaque, de quelqu'un d'un peu fou, un peu dérangé, mais elle est, je trouve, elle illustre tellement parfaitement cette idée fondamentale de la posture complotiste du tout est lié. Je veux dire, c'est
visible. Voilà, c'est enfin exposé devant vous. Et vous n'imaginez pas l'exégèse qui a été faite pendant ces dernières années autour de ces maps, avec des gens qui font des close-up, qui font des agrandissements de certains passages pour essayer de discuter les flèches et les liaisons qu'il peut y avoir entre des événements historiques, des concepts, des individus, des technologies. Des choses vraies et des choses fausses. Évidemment, des choses qui sont le mélange du vrai et du faux. Et le mélange du vrai et du faux. Bref, voilà. Petite irruption assez marginale, mais que je trouve assez symptomatique. Ce qui est fou, c'est que quand on coupe, si vous voulez, la généalogie, si on la sort, on l'extrait de son contexte, ça fait 4 ans que cette carte existe. Donc, on l'a tous vu. À l'époque, ça avait quand même pas mal buzzé. Je pensais que c'était plié, emballé. Si vous cachez l'origine, que vous revenez sur une audience nouvelle, toute neuve, vous repartez avec la même dynamique, avec peut-être même presque plus de traction, simplement en ayant une amnésie. De ce qui est même le réflexe de vérification, quoi, finalement. Alors, encore plus. Mais ce qui est drôle, c'est que cette carte-là, on va pouvoir la ressortir dans 4 ans. On peut la ressortir chaque année. C'est un peu comme la lettre à l'Amérique de Ben Laden, quoi. C'est quelque chose. Donc, vous allez retrouver, elle reviendra, elle refera surface, elle circulera. Zoé Sagan explique que lui, il veut en faire une version francisée. Il va passer du temps sur son petit ordinateur s'il le fait, mais s'il le fait, il y a de fortes chances que ça parte sur le marché et qu'on le retrouve encore dans les années. Ce qui est intéressant, c'est qu'à vouloir tout expliquer, à vouloir embrasser presque tout le réel, elle obscurcit en fait cette carte. C'est-à-dire que on ne comprend rien. Un diagramme, en fait, un schéma, c'est fait pour expliquer simplement les choses. Là, c'est pas du tout la fonction de ça. La fonction de ça, elle est confusionniste. C'est de semer du brouillard là où il y en a déjà, en fait, puisqu'en réalité, ça n'explique rien. On a des flèches dans tous les sens, des entités dans tous les sens, des dates, des événements historiques, des choses fausses. Voilà. Donc c'est assez fascinant. Effectivement, je vois plutôt comme le reflet, non pas d'une synthèse, oui, tu as raison, d'une synthèse de tout ce qui encombre un cerveau complotiste radicalisé, ça oui, mais plutôt comme un rideau de fumée, un écran de fumée. Voilà. C'est vrai que ça n'explique rien. C'est pas explicatif. Mais la masse, le volume, je crois qu'on parle de ces fameux millefeuilles argumentatifs. C'est un peu cette idée-là, c'est de donner l'impression que la masse, franchement... C'est de donner, en fait, c'est de t'écraser, c'est de t'intimider intellectuellement pour que tu te dises... Ah ouais, non, s'ils ont réussi à faire une synthèse comme ça, une carte, c'est que forcément, il y a des choses qu'on veut nous cacher ou des choses étranges. Intimidation ou exaltation ou excitation, parce que je pense que ceux qui la relayent, c'est moins pas. Mais en plus, même la direction des flèches, les flèches entre certaines entités, elles ne signifient rien. Il n'y a pas de légende, par exemple. Il n'y a pas de couleur. Et puis, il n'y a pas d'explication. C'est en noir et blanc, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de commentaire. Donc, voilà, c'est... Et est-ce que le MoMA expose toujours cet artiste non, c'est fini. Non, ça c'est fini. Mais franchement, c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de retour de bâton. Après, alors c'est vrai qu'on était en 2017, donc on était vraiment un peu dans les prémices. QAnon commençait 2017-2018. QAnon n'était pas encore un gros phénomène et on n'était pas encore traumatisé par la mandature de Trump. Donc bon, le MoMA a vu ça, ils ont été excités par le côté un peu piquant, disons, de cette œuvre, mais sans réaliser encore une fois qu'ils avaient propulsé un individu dont l'œuvre arrive à s'échouer dans l'actualité, même aujourd'hui. 5e sujet cette semaine, non content de perdre aux élections, les conspis perdent aussi en justice, avec 2 procédures récentes qui ont conduit à leur défaite en justice. D'abord Pierre Barnerias contre Karine Lacombe. Pierre Barnerias, réalisateur de Hold Up, qui avait été poursuivi en diffamation par Karine Lacombe et qui a été condamné pour diffamation. Et Monsieur Delavier, Rudy, qui a essayé de faire condamner Conspiracy Watch pour concurrence déloyale. Oui, en s'appuyant d'ailleurs sur une jurisprudence, une décision du tribunal de commerce de Paris qui concernait une affaire opposant Le journal Le Monde, à François. Et François avait réussi à obtenir la condamnation du Monde pour concurrence déloyale. On en avait parlé dans une émission ici. Delavier, il a été conseillé, enfin en tout cas ce qui apparaît dans les documents judiciaires, c'est que son conseil était un avocat connu de nous, Fabrice Divisio, qui a eu un rôle, on a déjà beaucoup parlé dans les Déconspirateurs. Et puis voilà, donc il a été, en fait sa procédure a été frappée de nullité, il a été condamné à 2000 € aux dépens, quoi. C'est-à-dire... alors qu'il en demandait 50 000 ou 40 000. Il en demandait 50 000, oui. L'idée, c'était de nous étouffer. Bien sûr. De nous asphyxier
financièrement, quoi, parce que effectivement, on pourrait pas supporter un tel coût. L'autre procès, peut-être plus intéressant, c'est celui qu'effectivement Karine Lacombe a intenté alors à Pierre Barnerias, réalisateur de Hold Up, pour les passages diffamants dans Hold Up. Elle a poursuivi également Christian Perron et Martine Vonner. Moi, j'avais témoigné pour Karine Lacombe. Je vous renvoie au compte-rendu du procès qui a été fait sur Conspiracy Watch par la Psyka. Donc il y avait 3 témoins, j'étais le 3e témoin, et donc Perron et Martine Vonner qui ont expliqué, dont les avocats ont expliqué que en fait eux n'étaient pas responsables du montage du film, donc en fait ils ont chargé Barnerias, donc la cour a considéré qu'ils n'étaient pas eux responsables, donc ils ont été relaxés. En revanche, Pierre Barnerias, il a été condamné effectivement à 2000 € dommages et intérêts, plus 2000 € au titre des frais engagés, donc les fameux dépens, et puis 500 € d'amende aussi, avec sursis, mais tout de même c'est écrit dans la condamnation. Donc voilà, comme tu dis, ils engagent des procédures. Il y en a une autre qui est en train de courir de procédure également, c'est celle engagée par Éric Morillo, on a déjà parlé aussi, pour atteinte au droit d'auteur, selon lui, atteinte présumée au droit d'auteur, parce que nous, c'est pas du tout notre lecture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il essaie, à coup de tweets et de passages sur des médias complotistes, de donner des leçons de droit, alors que de toute évidence, il comprend pas très bien ce qui est en train de se passer. Il nous a donné rendez-vous plusieurs fois le 30 avril, sans comprendre que c'était en fait une audience dématérialisée où même les avocats ne sont pas conviés, donc encore moins les personnes incriminées. Donc voilà, moi, c'est juste de la fixation, c'est un truc de procédure. Ce que je trouve intéressant un peu dans ce moment, mais je crois que je l'avais probablement déjà dit, mais qu'on est vraiment dans une sorte de printemps judiciaire. Alors, de printemps judiciaire, c'est-à-dire de printemps judiciaire post-Covid. Il y a de nombreuses actions en justice qui ont été intentées essentiellement par la complosphère ou des tenants de la complosphère, d'autres personnes qui se sont défendues évidemment des attaques monstrueuses dans lesquelles ils étaient objets et qui donc ont évidemment eux-mêmes aussi attaqué en justice pour diffamation par exemple ou pour injure publique. Donc il y a évidemment le temps judiciaire est ce qu'il est, donc il faut attendre et malheureusement très très longtemps parfois, et là on commence à avoir un peu le début du commencement de décisions judiciaires qui commencent un peu à tomber. Divisio n'a pas perdu que cette action en justice. Il y en a d'autres qui viennent de perdre assez récemment, pour lesquels lui était avocat, sur d'autres sujets. Bref, en tout cas, on sent qu'il y a un frémissement de décisions judiciaires qui arrivent, avec toujours cette volonté du côté de la complosphère, on l'a toujours dit, d'instiller une procédure bâillon, parfois assez efficace, qui contraint à une certaine retenue, voire à s'autocensurer sur certains sujets. Et de détourner la justice de son sens aussi, parce que il y a une enquête de l'Express qui est sortie le 7 mai dernier sur François, qui montre que François ne survit que grâce à des dons défiscalisables, parce qu'ils peuvent défiscaliser, ce qui est en soi... Oui, du fait de leur numéro de CPPAP. Et voilà, qui devait être vu d'ici le mois de mai. Pour l'instant, on attend toujours. C'est un site qui travaille en cheville avec une association, Bon Sens. Dont le directeur de François est aussi le président. Voilà, mélange des genres, et qui a levé quand même des centaines de milliers d'euros auprès de ses lecteurs en un an, en une année, pour financer des procédures, alors contre Google, YouTube, Bill Gates, contre l'ancien ministre de la Santé Aurélien Rousseau, contre Mathias Vargon, Urgentis, contre le journaliste Raphaël Grabli également. Donc des procédures bâillons, effectivement, et parfois complètement farfelues. La procédure contre Bill Gates, elle était, là aussi on en avait parlé, ici, il y a quelques temps, mais elle était totalement farfelue et vouée à être frappée de nullité là aussi, à ce qu'il soit débouté. Donc c'est jouer avec d'abord l'argent de ceux qui les suivent et qui sont convaincus du bien fondé de ces procédures, mais c'est jouer avec la justice aussi, et c'est faire perdre du temps à tout le monde. Et ce qui est terrible dans le cas effectivement de François, c'est qu'il profite, il cherche à profiter de ces moments, notamment un procès contre Bill Gates, franchement gagnable. Est-ce que lui savait, est-ce qu'il avait l'impression qu'il pouvait gagner ce procès ? Je ne sais pas. En tout cas,
ce qui est clair, c'est que ce moment de procédure, ça faisait un bon papier sur François. Ça, c'est clair. C'était donc voilà. Et l'instrumentalisation, elle vient peut-être de là. C'est de créer des moments judiciaires assez artificiels, dont on est presque... Ça rappelle un peu le Nuremberg 2.0 aussi, quelque part. Oui, il y a de ça. Alors, cette dans idée le du Nuremberg 2.0. Oui, dans le Nuremberg 2.0, c'est effectivement les procès qui vont tomber sur la tête de tout le monde, effectivement. Donc, effectivement, ils y participent, mais sans grand succès. Donc, leur Nuremberg 2.0 fait un peu pchit. Est-ce que je peux rajouter une chose ? Rajoute. On a publié, depuis la dernière émission, tous les trois, un top 10 des sites conspirationnistes francophones les plus visités en 2023. Ça fait déjà la quatrième année de suite qu'on fait ça, avec un partenariat avec SimilarWeb. Chose intéressante, Égalité-Réconciliation est toujours en tête. Il était deuxième, il est passé premier, mais avec le même nombre de visites mensuelles, donc stabilité. Mais en fait, en réalité, c'est François qui a décroché, qui a perdu 37% de ses visiteurs mensuels en moyenne. Et donc, c'est un site qui est quand même en perte de vitesse. Ça veut pouvoir dire que pour se relancer, ils vont peut-être s'engouffrer dans des choses encore plus radicales. Donc l'avenir le dira. Je pense qu'évidemment, l'audience de François est probablement indexée au niveau de crise dans laquelle est notre société. Elle a explosé, évidemment, de façon spectaculaire avec le Covid. Le Covid perd quand même un peu en traction. On voit bien qu'il cherche à L'année du Covid, de mémoire, François est passé de 400 000 visiteurs à 4 millions. Mais il était premier à un moment donné de notre Et oui, il était monté en premier. Il était monté devant Égalité et Réconciliation, le site soralien, sachant que les deux, c'est vraiment les deux gros sites de la complosphère. Et on sent qu'il cherche encore à vivre avec cette écume de cette exaltation période Covid, en essayant de refaire des titres, en essayant de se raccrocher sur la moindre petite information ou des informations internationales autour du Covid, des vaccins, bref. Donc on sent qu'il se raccroche un peu à cette fame passée. Ils ont quand même beaucoup d'audience, il faut le dire encore aujourd'hui. Mais vu l'état de la France actuelle et les instabilités dans les mois qui viennent, j'ai peur que ça soit probablement un moment de regain d'audience et de visibilité, parce qu'ils ne vont pas manquer une seule seconde de surfer sur tout ce qui va mal, et malheureusement la France va pas très très bien. 6e sujet cette semaine, c'est le procès Brigitte Macron contre Natacha Ray. Tristan, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que tu as l'impression que finalement ce procès va redonner une traction folle à cette rumeur maintenant internationale, puisqu'elle a été reprise aux États-Unis, comme quoi Brigitte Macron serait un homme ? Reprise par Candace Owens, d'ailleurs. Oui, absolument. Donc c'est un procès contre Natacha Ray et Amandine Roy, donc la médium et la journaliste indépendante, on va la qualifier comme ça. Et c'est un procès qui va avoir lieu aujourd'hui, à l'heure où on enregistre l'émission. Donc ce mercredi. Donc il a fallu quand même attendre pas mal d'années. Je crois que cette rumeur avait commencé en 2020. Fin 2021. Fin 2021, on est en 2024. Donc il aura fallu attendre toutes ces années-là. Et une procédure entre-temps qui n'a pas abouti, une procédure judiciaire qui n'avait pas abouti entre-temps pour des raisons propre à la procédure, mais donc il a fallu quand même attendre 3 ans pour qu'il y ait une procédure judiciaire qui fasse surface aujourd'hui autour de cette affaire totalement folle et hors sol, qui a eu le temps effectivement d'essaimer aux États-Unis de façon spectaculaire avec Candace Owens, qui est l'un des sujets favoris de Zoé Sagan aussi et qui en France. Évidemment, on a toute la complosphère soralienne au sens large. Avec Xavier Poussard, notamment, de Faits et Documents. Absolument, de Faits et Documents. Et on a donc, en gros, moi je dirais vraiment toute la complosphère soralienne au sens large qui a mis le feu sur cette pseudo-affaire complètement folle, qui n'a rien de factuel. Alors d'abord, ma déception de voir que le temps judiciaire n'est pas en phase avec l'irruption et la puissance de viralité de ces moments qui ont eu le temps de faire des dégâts faramineux, en ligne en tout cas, de se répandre, de se multiplier, de devenir des mèmes absolument abjects, absolument odieux, qui vont d'ailleurs se répandre et cibler d'autres personnalités internationales. Il y en avait eu d'autres avant, mais d'autres personnalités femmes internationales. On a déjà eu des cas évidemment précédents, mais on en a eu d'autres après, l'affaire, la pseudo-affaire Brigitte Macron. Et puis, dernière chose,
ce qui me désole, c'est que ce moment de procédure aujourd'hui pourrait être le holà. On pourrait dire, bon, ok, voilà, maintenant, la justice va trancher. On espère qu'elle va trancher de façon sérieuse, forte. Et on pourrait espérer effectivement que c'est la fin, qu'on met un point final à cette affaire. Et on le sait bien que non. Et on sait malheureusement, même depuis quelques jours avant l'annonce de ce procès, que la complosphère qui a gravité et barbouillé dans cette version complotiste de cette histoire est en train d'essayer de rallumer la flamme. En se disant soit, effectivement, on va tout savoir, tout va être révélé sur la place publique, ou le système va essayer d'écraser les lanceurs d'alerte de cette fameuse affaire. Donc, ils vont gagner dans les deux cas, vraisemblablement, et profiter de ce moment-là pour essayer de repousser, de remettre encore une pièce dans la machine. Et je ne doute pas d'ailleurs qu'au niveau international, du fait même de l'importance des personnes qui sont engagées dans cette procédure, notamment la femme de Macron, eh bien, va avoir une résonance internationale. Et on va avoir la complosphère américaine qui va peut-être mettre un doigt là-dedans en disant regardez, la justice chez nous est aux ordres, regardez en France, la justice est aux ordres probablement si jamais effectivement Natacha Ray et Amandine Roy se font condamner. Donc bref, c'est encore du matériau qui va donner, c'est encore du matériel pour d'instrumentalisation possible de la complosphère internationale. Reste que justice est justice. Si la justice passe, j'espère que d'autres promoteurs français vont avoir une petite goutte de sueur en se disant si elles ont été condamnées, ma part de responsabilité dans la viralisation de cette histoire complètement folle peut-être me concerner à un moment ou à un autre. Rodi, sur ce point, tu avais quelques réactions Non, j'ai écouté la fin de ce que disait Tristan et je suis un peu sceptique malheureusement parce que les condamnations... Sceptique dans quel sens? Sur le fait que la condamnation soit... Quand bien même on aurait des condamnations, des diffamateurs... Tu vois, de quel montant on parle en France? C'est 1000, 2000 euros, c'est des choses très facilement absorbables. Il n'y a pas en France, dans le système judiciaire français, ce qu'on appelle les dommages et intérêts punitifs, qui ont conduit par exemple Alex Jones, parce qu'il s'est fait condamner au civil à presque 1,5 milliard de dollars, à devoir liquider là récemment tous ses actifs. Voilà, donc ce qui lui porte un coup fort quand même. Nous, on n'a pas ça. Donc si on peut faire beaucoup d'argent avec ces théories du complot et à la fin, hypothétiquement, être condamné à 2000 euros, bon, bah, c'est vite vu, en fait, malheureusement. C'est clair. Parce que les principaux comptes, je sais pas, on va pas reparler encore des mêmes comptes, mais en tout cas, les principaux comptes qui ont surfé sur cette affaire sont pastillés. Et les millions... Ils sont certifiés. Certifiés, oui. Et donc, les millions, ce qui veut dire qu'ils ont monétisé certifiés par Elon Musk, c'est ça oui, en tout cas, si on paye. Par X. Oui, voilà, avec un dispositif proposé par Elon Musk. Et donc, il est évident que ce moment... autour de Brigitte Macron, évidemment, a généré, probablement, cumulé, des centaines de millions de vues, de bruit en ligne, et qui a bénéficié à certains influenceurs qui en vont évidemment et qui monétisent probablement déjà leur compte et qui se sont fait beaucoup d'argent. Et comme tu dis, probablement de quoi couvrir une procédure et de pouvoir payer dans une procédure comme celle-là. Et tu vois, ils font de l'argent avec ça, et en revanche, les pertes, c'est-à-dire toutes les conséquences négatives de ces mensonges, de ces diffamations, sont socialisées. C'est-à-dire que nous en payons tous le prix, qu'on soit utilisateur ou pas de ces plateformes, à un degré ou à un autre. Et l'un des aspects de ce prix à payer du complotisme, c'est le cœur du podcast original qu'on produit ici, qui s'appelle Réveillez-vous. Tu as eu cette transition? On allait y venir, mais je sais, mais là, je me suis... Je sens que t'es lancé, là, tu m'as séché. Et depuis... Depuis la dernière fois qu'on s'est vu dans cette émission, on a publié 2 épisodes de Réveillez-vous, 4 et 5. L'un où on a Vincent, 55 ans, qui ne peut plus entretenir de relations normales avec sa sœur, qui a été complètement happé par la radicalité complotiste. Donc il raconte ça dans l'épisode 4 de Réveillez-vous. Et puis l'épisode 5 qui est consacré à David, qui nous parle, lui, de ses beaux-parents. C'est pas toi, c'en est un autre. Et qui... il est infirmier libéral, lui, dans la vie. Et il montre, là aussi, à quel point ils se sont complètement coupés, désocialisés. Et à quel point
ils ne peuvent plus parler ensemble. Ça, ce sont des conséquences directes du sujet dont on parle dans cette émission, c'est-à-dire la montée du complotisme, l'influence croissante du complotisme. Voilà, ça produit ça. Si ça ne se traduit pas en votes électoraux, en tout cas, ça se traduit en malaise social réel et ainsi de suite. Et c'est ce qui est vraiment montré dans le podcast Réveillez-vous. Oui, je trouve que ces immersions, à chaque fois je le dis, à chaque fois je le répéterai à chaque fois, et je trouve que ces immersions dans ces podcasts sont absolument extraordinaires et vraiment révélatrices et très importantes à écouter. Parce que là, nous, effectivement, on parle souvent, nous, des acteurs ou du phénomène en prenant un peu de hauteur, c'est un peu systémique, on essaie d'avoir une vision macro, si on veut, du phénomène. Mais au-delà des responsables, des têtes de pont, qui ont une responsabilité folle dans cette viralisation, si on veut, de ces récits complotistes, il y a effectivement, à la fin des fins, les receveurs ou les consommateurs en bas. Les vrais gens qui, eux, peuvent basculer dans un moment de fragilité dans leur vie ou parce qu'eux-mêmes, bref, ont un penchant pour ce genre de récits narratifs, peuvent basculer et on voit les conséquences vraiment humaines, relationnelles, parfois amoureuses dans d'autres épisodes, mais comment ça peut détruire une famille, des relations entre proches, encore une fois. Et ça, c'est le résultat de cette déflagration atomique au sommet que nous on peut voir. Eh bien, l'irradiation a des conséquences, très concrètement, dans la part la plus intime de cellules familiales ou de relations interpersonnelles qui sont explosées. Il y a une déflagration. Et ce qui est fou dans ce podcast, c'est on voit à quel point parfois cette brisure est presque définitive, infranchissable. Où on sent bien qu'on n'arrive plus à se tendre la main ou à recréer ce lien qui préexistait auparavant. Et cette destruction des liens interpersonnels, clairement, la complosphère est une des nourritures qui y participe lourdement. En tout cas, c'est un des vecteurs utilisés qui soit en est la cause, soit participe effectivement à ce délitement des relations, qui sont les relations les plus fondamentales dans la société. C'est les relations d'amitié, les relations d'amour familial, d'amour entre individus. Là, on est vraiment sur une échelle extrêmement étroite, très réelle des choses. Eh bien, le récit complotiste vient créer une déflagration dans ces cellules-là. Et si ça éclate dans une société, on peut imaginer que ça fait bouger les fondements d'une société. Ça vient déstabiliser véritablement ce qui fait qu'il y a un lien entre nous tous. Qu'il y a un lien entre nous tous. Alors, justement, pour éviter ce genre de choses, on voulait vous signaler l'apparition d'un mot-clé, d'un nouveau mot-clé dans la complosphère. C'est le mot-clé Fauci, du nom de Anthony Fauci, qui était l'ancien infectiologue en charge des politiques Covid de l'administration Trump, et il a été auditionné par Marjorie Taylor Greene, notamment dans une sous-commission dédiée au Covid aux États-Unis, et il a été accusé de crimes contre l'humanité et ainsi de suite. Et voilà, et finalement on a retrouvé toujours les mêmes acteurs dans cette histoire, puisque Elon Musk, Tristan je crois, a été l'un des fers de lance des accusations contre Fauci aussi. Clairement, ça a été, je pense, le plus gros promoteur à charge. Il faut préciser, accusations qui ne sont pas judiciaires. Évidemment. On parle de gens qui sont des congressistes complotistes. A enquêté pendant 1 an et a dit que finalement, Monsieur Fauci n'avait commis aucune erreur. Mais il a été entendu comme témoin. Faut bien le rappeler. Et pas du tout comme prévenu ou inculpé. Et donc, on a en tout cas un Elon Musk qui a, avec un canon médiatique qu'il a entre les mains, et on n'est pas loin, entre 150 et 200 millions d'abonnés sur Twitter, évidemment, a publié des dizaines de tweets, et ça depuis très très longtemps, toujours à charge, l'un des derniers où il a appuyé l'idée, en tout cas, effectivement, qu'il serait responsable de crimes contre l'humanité. Bon. Outre la mise en danger absolument folle que Musk entraîne avec ce type de propos totalement incendiaires, moi ce que je trouve assez fascinant, déroutant comme toujours, avec Fauci, c'est qu'il s'est vraiment élevé dans le panthéon des figures mythologiques fantasmées de la complosphère internationale. Ouais, c'est au niveau de Soros presque aujourd'hui. Je pense, sincèrement, il a atteint ce niveau-là parce que tu disais tout à l'heure, effectivement, un simple hashtag Fauci, juste le mot Fauci, induit, encapsule en lui
toute cette fantasmagorie complotiste à l'international. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a même plus à argumenter. Ceux qui s'amusent à dire Fauci, ils savent très bien qu'ils n'ont pas à dire quoi que ce soit. Je renvoie d'ailleurs tous nos auditeurs, nos lecteurs qui parlent anglais, qui lisent l'anglais, à aller voir la version anglophone de Conspiracy Watch, sur laquelle on a Mike Rothschild, qui est l'un des meilleurs connaisseurs du complotisme, auteur de 2 ouvrages remarqués sur le sujet, qui est américain, et qui a fait un papier pour nous sur le mythe Fauci. À quel point c'est devenu une figure de détestation de la complosphère. Et c'est dingue, c'est absolument dingue. C'est pas souvent qu'on voit effectivement quelqu'un élevé à ce niveau-là, et donc il n'est plus propriétaire de son image. Je veux dire, il est devenu cette entité fantasmée, survivra, lui survivra. Il n'a plus aucune prise dessus, avec toujours, et j'insiste un peu là-dessus, et il l'a dit d'ailleurs lors de son audition devant le Congrès américain, avec tous les risques réel. Oui, il a raconté justement qu'il vivait sous protection, ils sont tous menacés, qu'il était menacé, que toute sa famille était menacée. Donc que cette fantasmagorie a encore et toujours un réel impact dans le réel et une vraie mise en danger de ceux qui sont ciblés. En tout cas, Fauci, Soros, Bill Gates, aujourd'hui, c'est les mots-clés que vont annoncer les complotistes en hashtag dans leurs tweets dès lors qu'ils veulent évoquer une sorte d'élite mondiale qui nous voudrait du mal, quelle que soit l'actualité. Je pense que le pauvre Fauci sera associé, adossé à toutes les prochaines crises internationales. Quel que soit le sujet. Quel que soit le sujet. Exactement. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette émission. C'était la dernière émission de cette année. On se retrouve à la rentrée. Méfiez-vous de ce que vous regardez. Vérifiez vos informations. L'émission a été, comme chaque fois, réalisée par l'excellentissime Martin Béraud. On vous dit un bel été. On vous souhaite un bel été et à l'année prochaine. Salut. Allez, portez-vous bien. Ciao. Merci.